Bonjour, je suis Mayolek et c'est fin 2025. Et qui dit fin d'année dit fourre-tout-rocher. Désolé, ça va être un pot pourri aujourd'hui. Car le truc avec l'animation Disney, c'est que ça se tarit et que le filon n'a plus grand chose à fournir en dehors des dernières nouveautés. Et ça devient vraiment difficile pour moi de trouver du neuf à traiter là-dedans. Qui me parle? 2026, ça va être quelque chose. Tu entends? C'est le vent du changement. Mais en attendant, grattons les restes avec déjà quelques courts-métrages dérivés Pixar dont je n'ai pas encore parlé. Ouais, ça ne s'arrêtera pas de sitôt, je pense. Premièrement, j'aurais pu l'évoquer lors de ma première vidéo dédiée, mais Toy Story 4 nous a donné un bonus qui se colle en plein milieu de film avec la vie en lumière. Alors que Bo Peep raconte la vie qui a défilé pour elle durant toutes ces années depuis son départ de chez Andy. Dans une mise en scène simple et efficace où la majorité du temps le plan est centré sur elle, elle relate qu'elle a vécu différentes vies, passant d'une famille turbulente à un garage de fourre-tout, jusqu'à chez l'antiquaire du film qui un temps a eu une sécurité dernier cri. Je ne savais pas que les magasins d'antiquité étaient prisés à ce point. Avant de s'enfuir pour vivre libre au parc local en tant que jouet sans attache et invisible pour la police apparemment. Un excellent ajout qui donne un petit peu plus de poids au film. On peut aisément comprendre le périple et la mentalité de Bo sans ce flashback, mais ça ne gâte rien de le montrer directement pour pleinement saisir d'où son état d'esprit actuel vient. On s'accroche plus facilement au personnage avec ce genre de plus-value. Et en un peu plus rapide, ça aurait facilement pu s'imbriquer dans Toy Story 4. Super, un peu de positif. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ne le mange pas avant que je dise go. Attention. Délicieux. Putain! Le rendez-vous amoureux de Carl! Présenté comme un épisode de Bienvenue chez Doug dans l'intro, mais qui n'est pas véritablement inclus dans la mini-série. Et pour cause, on devrait s'en branler de Doug dans l'histoire. Car le cœur du récit, comme le titre l'indique, c'est Carl qui va être invité par une dame et ne sait pas comment le prendre. Ça peut être parfois très con, comme lorsqu'il se teint les cheveux ou achète une cinquantaine de boîtes de chocolat. On sait jamais, au cas où elle souffre d'ultra-hypoglycémie chronique. En tout cas, il y en a qui ont les moyens. Mais ça peut parfois être assez joli, notamment lorsqu'il se sent mal de passer à autre chose après Ellie, appuyant davantage qu'il doit savoir poursuivre sa vie sans elle. J'espère que tu ne m'en veux pas, Ellie. Je me dis que c'est une nouvelle aventure pour toi comme pour moi. C'est touché coulé, mais ça ressort davantage positif que négatif. Malheureusement, ce n'est que la moitié du court-métrage. Car le reste du temps, c'est cette dynamique de merde entre lui et son chien débile. Commence par la renifler. Quoi? Oui, renifle-la bien. Et puis elle fera pareil. C'est comme ça qu'on s'est dit bonjour. Ah, mort de rire. Je m'en suis déjà plaint dans la mini-série, je n'en rajouterai pas une couche. Ça alourdit le petit récit touchant voulu tout bêtement. Même si on essaye de relier ça en disant que la dame en question a adopté un autre chien de Muntz. Doug, tu m'entends? Réponds-moi. Alpha? Non, c'est toi le chien alpha. Oh oui, vous lui avez gardé son collier cassé, qu'est-ce que c'est rigolo! Je sais pas, peut-être que je suis un peu trop biaisé contre ce personnage. Dans l'absolu, je pense que c'est le moins pire qu'on ait fait en termes de court-métrage là-haut. Parce que oui, bordel, ils adorent nous en pondre! Au moins, on essaye de relier cette relation au dilemme psychologique central, et Doug sait se montrer un bon soutien à 2-3 petits moments. C'est de l'autre côté. D'où tu le sais. Et dernier rattrapage, ciao Alberto! On se centre sur le pote de Luca, voire plus si affinité selon les gens, qui passe du temps avec son nouveau tuteur légal, Massimo. Je me demande comment ils se sont arrangés avec la paperasse. Et ça va se pencher sur la considération entre ces deux-là, alors que Londin enchaînera connerie sur connerie, livraison du poisson à la Paperboy, cuisine explosive... Comment c'est possible d'arriver à ce résultat en 5 secondes? Faudra qu'on m'explique un jour. En finissant sur un incendie involontaire, se sentant mal, Alberto se dit qu'il n'a pas sa place avec un parallèle ô combien subtil. Just let me go, Dad!
Ah, c'est comme ça qu'il le voyait! J'avais pas compris! Ça se rabiboche, il a sa place, tout le monde est content. C'est mignon, mais assez superflu. J'avais pas particulièrement besoin qu'on s'étende sur cette relation très secondaire du film de départ. Film de départ où, au passage, Alberto avait prouvé sa valeur d'assistant à Massimo et n'était pas un empoté à ce point. Néanmoins, c'est pas mal d'appuyer que sa vie peut tourner autour de quelqu'un d'autre que Luca. Et voilà. Ça, c'est fait. En 2025, on a eu d'autres petits suivis de franchise. Car les moyens-métrages Lego Disney ont suffisamment eu de succès pour qu'on remette une pièce dans la machine. Ça me rappelle quelque chose. D'ailleurs, ce n'était pas exactement tout ce que la collaboration Lego Disney nous avait apporté en termes d'animation. Vous pouvez trouver sur YouTube plusieurs mini-épisodes Lego Disney Princesse d'une 2 minutes qui surfent sur la franchise de jouets à vendre. Je ne m'y pencherai pas en détail, ça peut être juste des scénettes reprises à leur sauce, comme Réponse qui quitte sa tour toute seule, ou ce moment de La Belle et la Bête où ça me fume un peu cette adaptation de la neige en Lego, ou bien des résumés hyper rapides doublés par le public visé. Tout le monde fut invité, parce que le bal était vraiment incroyable, et le roi connaissait beaucoup de monde. Et franchement, la VF est moins rentre-dedans que la VO. OMG! Crazy! What? My gosh! Cela dit, je préfère encore ça à ce qui a été fait sur le segment Carte au trésor de la Reine des Neiges, où c'est Onomatopéland. Oh! Seul point sur lequel je me pencherai, l'inconsistance incroyable sur les designs. Nos héroïnes sont en Lego, bien entendu, mais selon le segment, certains persos importants peuvent être juste des crayonnés. Le plus dingue, c'est dans La Belle au Bois dormant, où une seule des 3 fées est en Lego. C'était même pas la peine de vous emmerder à en faire un tiers à ce stade-là. Et dans Réponse, où les seuls persos en Lego sont Réponse, Pascal et Cassandra 3 secondes à la fin, alors qu'on avait résumé le film là. C'est complètement con, vous comptiez faire un résumé de la série après ça? Même là, Eugène était prioritaire! Et même quand on crée les persos en Lego, c'est pas automatiquement saisissant. Regardez, c'est censé être la marraine fée de Cendrillon. La ressemblance n'est-elle pas frappante? Tout ça pour dire que c'était une exploitation cheap et un miracle d'avoir eu les 2 moyens-métrages qu'on a eus. Qui ont chacun eu droit à une suite. En attendant 2027, après la chasse aux aurores boréales, on va suivre une aventure située peu après le premier film, où le duc de Weselton, désavoué, va chercher sa revanche. Aidez-moi à me relever. Ah oui, le grand retour de méchant que tout le monde attendait. Ça veut dire qu'on l'aura pas dans le 3e film, oh zut! Bref, il est jeté de partout, mais va se trouver une armée d'oiseaux qui dirige par ses tapotements de pieds. Le pingouin n'a qu'à bien se tenir. De son côté, Anna fait visiter le château d'Arendelle à ses nouveaux occupants, avec un détail bien appuyé. Les choses doivent rester telles qu'elles sont, quoi qu'il arrive. Et la tradition veut que ceci reste à sa place. Et nous ne pouvons pas rompre avec la tradition. Ah, ça ce serait contraire à la tradition. Je me demande sur quel type de morale on va partir. Mais alors, les volatiles attaquent. N'oubliez pas la tapisserie. Sacrée force dans leurs pattes. Weselton veut donc piquer les pièces du château pour se construire le sien. Faut le comprendre, le prix du bloc Lego est monté en flèche depuis l'inflation. En lâchant Elsa plus loin, à sa forteresse de solitude. Quelle superbe stratégie! Elle y retrouvera son super bonhomme de neige. Ah oui, c'est vrai qu'il avait un nom de merde. C'est possible pour lui de boire du chocolat chaud? Dans les minutes qui suivent, ça va être la confrontation contre le duc qui s'enfuit en train. On va dire que les oiseaux l'ont chippé là aussi. Et ça passe, suffisamment rythmé, les gags sont sympatoches. Christophe appuie qu'il aime la glace. Ça, c'est la glace. Très important ça. Pour que vers la fin, Weselton soit choqué de voir que la sorcière qui contrôle la glace se soit vite extirpée du mont enneigé où il l'a envoyé. Grand méchant des âges.
et que les osios se voient davantage attirés par la trogne de guimauve. J'ai toujours de la place pour d'autres bébés. Mais qui ne le serait pas? Il va se retrouver échoué, voué à mourir de faim et de froid. Rends-moi au moins ma dignité. C'est triste, mais pas autant que nos deux sœurs qui perdent la plupart des pièces volées dans le naufrage. Je peux sauver les pièces. Ah, si seulement il existait un mot pour leur mâcher la morale du jour. Le château n'a pas du tout changé, tu as vu? La maison, c'est nous. Ça tombe bien. On peut donc reconstruire sans se soucier des traditions, car l'important c'est d'être avec les siens, blablabla. Mignon. C'est parfaitement louable comme aventure pas prise de tête. Les références sont beaucoup moins forcées que dans leurs premiers moyen-métrages Lego, et on sent que ça essaye de s'inscrire dans la continuité des films, logique Lego mise à part. Il n'a subi aucune transformation. Il faut dire que les portes sont restées longtemps fermées inutilement. En particulier, c'est ici qu'on fait la transition entre Olaf qui vit avec un nuage et Olaf qui vit sans. C'est tout con, mais c'est un souci du détail appréciable. Rien de sensationnel, mais rien d'affreux non plus. Reste à voir du côté des autres princesses Disney. Et autant pour la Reine des Neiges, chaque segment est détaché individuellement de l'autre, autant là, ça va faire la suite directe de ce que les aventures au château a raconté. Donc n'hésitez pas à faire le rattrapage, je vais pas me faire chier à résumer. Nous donnons tous nos persos de départ, leur nouvelle situation, et d'autres qui vont s'imbriquer. En 20 minutes, en essayant de tout conclure. Vous le sentez venir, le problème? L'histoire commence sur Blanche-Neige, en chemin pour faire les courses. Ah! Pas de pommes! Vraiment, quel raciste! Les pommes sont toujours interdites au château. Mais le quartier est déserté. Auberge fermée pour cause de monstres des marais. Nous pouvons peut-être l'embaucher dans notre ligue? Mais pour l'heure, elle va surtout voir que Gaston a fomenté la récupération du château. Imagine un peu. J'étais à moitié digéré dans le ventre d'un dragon. Et j'expliquerai pas comment j'en suis sorti. Disons qu'heureusement que Maléfique avait bien mangé ses haricots ce matin. Et il a décidé de former sa propre petite ligue. Jafar. La méchante reine. Ursula. Elle a méchamment minci, dites-moi. Vous avez un problème avec les personnages en chair, Lego? À l'armée, Blanche-Neige rentre en 4e vitesse prévenir ses copines. Seul le bien a sa place au château. Et Gaston doit préparer un mauvais coup. Oui, je pense que c'est un peu donné, ça, Ariel. Se sentant dépassées, elles font appel au miroir magique pour de la main-d'œuvre supplémentaire. 3 princesses me viennent à l'esprit. Ça y est. 3 princesses que je vais téléporter ici sans leur consentement et qui n'auront rien à y redire particulièrement. Waouh. Heureusement que tu l'as précisé, je l'avais pas reconnu. Son énergie ô combien débordante fera des merveilles. C'est pas bien de se moquer, miroir. Et enfin, Cendrillon. On reste sur les classiques simples. Ce sera donc les intros de 10 secondes et on se prépare direct au grand combat. Et on les connaît déjà, pourquoi s'emmerder à se présenter entre elles? C'est Bibidi Bobidi, d'accord. On s'inspire des meilleurs. Ne me donnez pas envie de baffer Cendrillon, s'il vous plaît. De leur côté, les méchants prennent vaguement à se connaître. Qui est donc cette pâle imitation de Cobra Royal? Je suis triste, sire. Triste cire. C'est un excellent adjoint. Pour tous les incultes qui ne connaissaient pas. Et je jure qu'on l'a foutu là juste pour faire cette blague avec le sceptre de Jafar. Je travaille seul ces derniers temps. Mon ancien animal m'a quitté pour être chef pirate. Nos héroïnes sont donc en pleine marche, mais... Nous, on peut le vaincre. Pas vrai? Oh, on en est déjà au stade du doute de soi? Ok. Je déconne pas, la silhouette du monstre passe en coup de vent et... elles sont plus sûres d'elles-mêmes sur le coup. Si on a déjà peur de lui maintenant, comment on va réussir à le vaincre une fois qu'il fera partie du clan des méchants de Gaston? On ne pourra peut-être pas. On devrait faire demi-tour. Le drame... Il ne faut pas céder à la peur. Nous sommes les princesses. Nous avons vaincu plus de monstres que n'importe qui. En partant du principe qu'on vit dans un univers sans les princes, oui, sans doute.
C'est donc le discours de ragaillardissement pour se redonner la niaque. Heureusement qu'on a passé 2 minutes là-dessus, et elles peuvent se frotter à notre bande de malotrus qui se prennent le bec. Pas sur le visage. Vous savez, quand on a vu Descendants, ça s'encaisse bien. La confrontation a donc lieu entre les deux franchises dérivées thématiques. Tu vas regretter de ne pas avoir ton tapis volant. Oh, Jasmine n'est pas avec vous? Pour le 3e volet, peut-être. Baston général! Qu'est-ce qu'il y a, Ursula? Tu as perdu ta voix? Trop facile. Blanche-Neige finit enfin par surmonter son trauma et réhabilite les pommes dans sa vie. C'est peut-être le seul développement de perso filé là-dedans. Et Aurore se charge de... Diaval. Un adversaire à sa taille. Ah non, attendez, il lui faut l'aide de Tiana! Tout de même, fucking Diaval! On se le coltine pas toute seule. Enfin bon, tout se passe correctement, jusqu'à l'arrivée du monstre des marais teasé. Chernabog. Ouh, c'était un bon jeu sur les mots, ça. Et il est plus du genre chaotique et pas très coopératif. Donc les autres se barrent vite. Je viens de me rappeler que je devais sortir mes anguilles. Je pense que j'ai laissé ma lampe allumée. Eh ben, une coalition qu'aura fait long feu. Gaston est ridiculisé une fois de plus et transformé en cochon. Je crois que c'est l'animal fétiche de Lego. Et avant qu'on ne se questionne sur l'étendue des pouvoirs cheatés que le diable peut avoir, nos princesses se jettent à l'attaque. Vous avez toujours eu un caractère de cochon, finalement ce n'est que justice. Arrête de faire des jeux de mots vaseux. Je sais que vous le vouliez, celui-là. Bon, ça va, on essaye de faire intervenir tout le monde, c'est cool. Et ce coup-ci, c'est pas juste Blanche-Neige qui le convainc par grognement ex machina. Comme dans Fantasia, il est vaincu par les rayons du soleil. Si c'est le cas, pourquoi il pouvait se balader tranquille dehors plutôt? Et c'est la joie au village. Bibidi bobidi bou! Merci, je n'aurais pas dit mieux moi-même. Après tout, pourquoi vouloir changer un classique? Oui, c'est vous que je regarde. J'ai une hache pour vous. Ça allait, mais c'était décevant pour tout ce que ça promettait. L'idée, c'est de poursuivre l'univers instauré par le premier volet, en créant une coalition à affronter, groupe marque déposée contre groupe marque déposée. Cette idée est excellente. Il y a de nombreux petits moments amusants à cet égard, mais tout est géré à la va-vite, rien ne prend le temps d'être étendu, et ça ressort comme une distraction rapide, alors que c'était l'occasion de poser une vraie saga satisfaisante. À la place, on a juste une excuse pour prendre tout ce qu'on veut pour faire du divertissement rapide. Un peu comme... ce que je fais dernièrement. Est-ce que c'est suffisant de vouloir juste amuser légèrement, ou bien il faut chercher à aller plus loin que ça? C'était Mayolek, et j'ai plus envie d'annoncer ce que je ferai ensuite. Bonne fin d'année à tous! Oui,